Bien, bonsoir à tous. Content de vous retrouver après cette période un petit peu longue entre, je dirais, le moment où les étudiants ont leurs examens de fin de semestre, plus les vacances en quelque sorte de Noël. Donc effectivement, c'est notre premier mardi de la mer donc, de l'année universitaire 2022-2023, mais c'est l'occasion pour nous de vous souhaiter nos vœux les plus chaleureux pour vous-même, pour vos familles, une année plus pacifiée sans doute au niveau international, et puis une année, je dirais, pleine d'envie pour les uns les autres et avec une certaine douceur. Je suis très heureux également de retrouver les étudiants que je n'ai pas vus depuis longtemps parce que je suis en semestre sabbatique à la fac cette année, donc très heureux de les retrouver, je sais que ça se passe bien. Et puis je voudrais aussi, et Madame Florence Smith, qui est inspectrice générale de géographie, excusera également Eudes Riblier, le président de l'IFM, qui est grippé et qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous. Donc Eudes, parce que je sais que tu nous regardes, donc tous nos vœux de prompt rétablissement, mais je sais que ça va bien puisque je t'ai eu tout à l'heure au téléphone. Donc très heureux aussi d'accueillir Madame Florence Smith, donc je le disais, inspectrice générale de géographie. C'est intéressant pour les jeunes, voilà, qui ne connaissent pas toujours bien les arcanes de l'éducation nationale, à quoi ressemblent les inspecteurs et les inspectrices. Et puis je voudrais saluer également de manière toute particulière, en le remerciant de sa présence et de son soutien constant, le sénateur Jean-Michel Houllegatte, qui est le sénateur de la Manche. Nous aurons aujourd'hui un mardi de la mer moins breton, mais plus normand. Mais vous savez que les Bretons et les Normands se sont toujours battus la maritimité. Et maintenant, ils marchent de... Voilà. Et maintenant, comme on dit dans le domaine de la marine, ils marchent de conserve ensemble pour contribuer à une grande maritimisation des esprits. Donc, l'intervenant du jour vous sera présenté par Madame Florence Smith, Bernard Covin, qui est un ami, qui est presque un habitué des Mardis de la mer, parce que tu étais intervenu il y a quelque temps avec Vincent Compro... 2015. En compagnie, ils étaient venus en tandem. Bernard Covin, déjà président de la Cité de la Mer, et il y avait Vincent Comprodon, qui est le directeur des musées de la Marine, c'est-à-dire de l'ensemble des musées de la Marine, et tous deux nous parlaient des projets. Donc c'est l'occasion de faire le point, mais il ne fallait surtout pas manquer cette année. Pourquoi ? Parce que c'est les 20 ans de la Cité de la Mer. Ça, on le savait quand on a préparé les Mardis de la Mer. On ne savait pas que Cherbourg serait, que la gare maritime de Cherbourg serait le monument favori des Français. C'est dire que franchement, on ne s'est pas trompé en invitant Bernard Covin. Donc, je pense qu'on va avoir un Mardi de la Mer assez extraordinaire. Et vraiment, ce que je voudrais dire pour conclure, si vous connaissez déjà la Cité de la Mer, il faut y retourner parce qu'elle ne cesse de se transformer. Il y a plein de projets en cours. Et si vous ne la connaissez pas encore, je ne vous demande pas de lever la main parce que quelle honte, il faut vite y aller. Voilà. En tous les cas, un très grand merci, tous mes vœux chaleureux, et je passe tout de suite, bien sûr, la parole à Florence Smith, qui va présenter donc Bernard Covin, président fondateur de la Cité de la Mer de Cherbourg. Merci beaucoup, cher Christian. Bonsoir à tous. Et comme vient de le dire Christian Buchet, je vous présente toutes les excuses d'Eudes Riblier, qui est le président de l'Institut français de la mer, qui fait traditionnellement ces introductions. Alors je vous rassure, le niveau de l'introduction sera maintenu parce qu'il me suffit de lire le texte qu'il a préparé. Donc j'espère que je ne vais pas annoncer, mais ça sera la seule erreur que je pourrais faire. Donc, cher Bernard, depuis le 14 septembre dernier, vous êtes le monument préféré des Français. C'est le vote du public qui l'a dit, de la Cité de la Mer, et la Cité de la Mer, c'est vous. Né à Équeurdreville, près de Cherbourg, vous voyez dans votre jeunesse la résurrection, puis, à partir des années 1970, l'abandon progressif de la gare maritime avec l'arrêt des paquebots transatlantiques. C'est un crève-cœur pour vous, comme pour nombre de Cherbourgeois. À la même époque, vous faites vos premières armes à l'arsenal de Cherbourg sur le SNLE Le Redoutable, lancé peu auparavant. Puis, vous avez des responsabilités politiques. Conseiller général, député de 1988 à 1995, maire d'Équeurdreville, président durant 18 ans de la communauté urbaine de Cherbourg, qui regroupe 95 000 habitants. Pendant cette présidence, vous vous employez en particulier à développer des pôles d'enseignement supérieur, l'enseignement, la transmission, un autre de vos engagements majeurs. En 1991, les ingrédients sont réunis pour que vous vous lanciez dans une aventure exceptionnelle. Le SNLE, le Redoutable, est désarmé et l'État le propose pour le franc symbolique à Cherbourg. Et simultanément, il faut sauver la gare maritime, dernière gare maritime transatlantique d'Europe et chef-d'œuvre d'architecture art déco.
De ce double défi va émerger, sous votre impulsion et votre passion, le projet de la Cité de la Mer, complexe culturel unique qui va devenir une locomotive touristique pour le Cotentin et la Normandie, faisant connaître la mer par l'émotion, l'émerveillement, la découverte, l'expérimentation. Bernard, vous êtes un visionnaire et un bâtisseur. Vous avez su élargir le regard historique de Cherbourg sur et sous la mer. Vous l'avez fait passer d'une vision militaire du sous-marin à une ouverture à tous les engins d'exploration et aux réalisations sous-marines, en l'ouvrant à tout ce qui a trait à l'homme sous la mer et en attachant à votre œuvre des personnalités comme Henri-Germain Delauze, Jacques Rougerie ou encore James Cameron. Vous êtes un remarquable fédérateur doté d'une force de conviction exceptionnelle. Vous avez su convaincre et fédérer personnalités et responsables politiques de toute sensibilité pour faire de la Cité de la Mer le second lieu de visite de Normandie après le Mont-Saint-Michel. Avec vous, comme vous le dites si joliment, Cherbourg n'est plus au bout du monde, mais au bord d'un monde. Bon Normand, vous êtes un malin qui a su, par exemple, refuser le cadeau qui vous était proposé avec le Redoutable. Vous ne l'avez accepté que si l'État prenait à sa charge les travaux permettant de l'ouvrir à la visite. Vous êtes passionné de transmission et de partage des savoirs. Vous faites de la Cité un centre d'éducation aux enjeux de l'océan et vous ajoutez, année après année, de nouvelles activités à la Cité pour faire venir et revenir, comme l'incitait à l'instant Christian, des publics si variés. 4 500 000 visiteurs en 20 ans. Oui, vous êtes véritablement un visionnaire, comme un de vos maîtres, Jules Verne, qui a écrit 20 000 lieues sous les mers sans jamais plonger sous la surface de l'eau. Vous êtes véritablement sur ses traces en étant un grand avocat de la mer alors que vous détestez aller sous l'eau. Merci de venir partager avec nous ce soir votre expérience et cette aventure. De présentation, il ne me reste plus qu'à engager ma présentation. Je voudrais vous dire d'abord, je suis très heureux à nouveau d'être ici. Je suis très heureux en particulier de voir autant de jeunes, parce que j'arrive à un âge où moi, personnellement, enfin j'ai 76 ans, donc comme ça va être simple. Ma passion d'abord, c'est transmettre. Parce que je pense aujourd'hui que les grands enjeux planétaires sont autour du climat, sont autour d'énormément d'enjeux, mais tout le monde ne comprend peut-être pas encore suffisamment que ça va être l'océan qui va être la clé ou pas de l'avenir de l'humanité. L'océan, il a 4,5 milliards d'années. S'il a des problèmes, il s'en remettra. Sauf que l'humanité aura disparu. Et donc, tout cet enjeu aujourd'hui, à travers la Cité, c'est d'essayer de, par l'émotion, comme l'a dit Eudes dans son papier, par le ressenti, l'étonnement, j'en parlerai à la fin de mon intervention. Nous ne sommes pas sur une éducation à la verticalité, comme les centres de culture scientifique ou les musées. Chacun fait son travail comme il l'entend. Nous essayons d'abord de passionner les gens. Et ce qui a été déterminant pour moi, c'est la rencontre avec Jacques Perrin, qui est décédé il y a quelques mois. C'est lui qui m'a ouvert, ainsi que les équipes de la Cité de la Mer, sur la manière de porter un autre regard sur l'océan. Alors avant de parler de tout ça, peut-être placer le décor de la Cité. Les prémices de la Cité, j'ai fait un petit dispositif là. La plus grande rade artificielle du monde. Oui. Du monde, oui. Alors plus maintenant, parce qu'il paraît que nous sommes les deuxièmes, parce qu'il y a un émir quelque part qui a dû faire une rade encore plus grande. 1500 hectares d'un seul tenant, parce qu'en 1692, la bataille de la Hougue, la marine française disparaît quasiment totalement par la marine anglaise et néerlandaise unie. Et là, Vaubandy, il n'y a pas de problème. Il est grand temps de construire un grand port face à l'Angleterre, face à la perfide Albion, comme on dit souvent. Il y a eu un débat sur Barfleur, etc. Et donc, Barfleur ou Cherbourg. Et ce fut Cherbourg. C'est Louis XIV et Louis XV qui vont engager les travaux. Vauban n'engagera jamais rien, malheureusement, et disparaîtra avant. Et 170 années de travaux maritimes. 170. Une digue centrale que vous voyez un peu là de 8 km, 2 grandes passes. Et c'est dans cette rade qui était un lieu magnifique pour quelles que soient les tempêtes, se mettre un peu au repos. C'est ce qui va faire qu'à partir de là, le trafic va commencer à naître
vers les États-Unis. Et bien entendu, quand la grande émigration européenne, dont on va dire deux mots tout à l'heure, 50 millions d'Européens qui vont en quelques décennies quitter l'Europe pour partir vers les Amériques, Canada, USA, Amérique du Sud, Amérique centrale. Vous comprenez bien que là, ce port, cette grande rade naturelle, en fait, va être un lieu magique pour accueillir les compagnies. Et comme à la même époque, 1860, les autorités françaises décident de faire du Havre. Alors, je ne suis pas anti-havrais, bien le contraire, hein, je suis normand. Et j'aime bien les Bretons, d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, parce que j'ai vu tout à l'heure, le gouvernement, les pouvoirs publics français affirment que le Havre va être le port français, d'où la Compagnie Générale Transatlantique, la CGT, et les liaisons. Et à ce moment-là, toutes les compagnies étrangères arrivent à Cherbourg, car elles ne veulent surtout pas travailler avec les Français. 11 compagnies maritimes, américaines, anglaises, allemandes, suédoises, belges, italiennes. Et ce port va devenir de plus en plus un lieu magique. 1930, vous avez un petit peu les gares maritimes que l'on voit, 950 escales dans l'année. Et moi, je suis né au bord de cette rade. Au bord, voilà. Et c'est la passion, en fait, la Cité de la Mer, c'est la passion qui m'a toujours guidé, parce que je le disais tout à l'heure à quelqu'un que je rencontrais, qui est un Havrais, et qui est un inspecteur général, lui, d'histoire. Quand j'arrivais, moi, au bord de la ville ensuite où j'étais maire, j'arrivais sur ce bord de Grande Rade, et qu'est-ce qu'il y avait là-bas au bon? Pour moi, c'était l'Amérique. Peut-être le rêve américain. Je suis né après la Deuxième Guerre mondiale, donc vous savez, à l'époque, voilà. Après, je dis souvent, pour rigoler, que quelques années plus tard, je fonçais souvent sur la gare maritime pour essayer de voir Elizabeth Taylor, alors au sommet de sa splendeur. Je la voyais jamais parce qu'elle passait par des circuits très particuliers. Mais tout ça pour vous dire que ce fut une vraie caisse de résonance. Mais à l'époque, il faut bien le voir, c'est que les bateaux, les grands paquebots, les plus grands paquebots du monde faisaient relâche dans la rade. Voilà. Et donc, tout ce qui a conditionné l'émigration, on le voit à travers ce dispositif. À un moment, les grandes compagnies maritimes disent non, non, ça commence à bien faire, parce qu'en définitive, vous avez des petits tenders, ce qu'on appelle des transborders, chaque compagnie qui transportait les passagers de la gare SNCF vers le bateau, qui était lui dans la Grande Rade. Et d'ailleurs, le 10 avril 1912, c'est comme ça que Titanic est venu. C'était sa seule escale européenne continentale, parce qu'après, le lendemain, il allait vers l'Irlande. Et donc, on voit tout l'apport de ce qui se peut passer. Et donc, à l'époque, il y avait même 42 consulats, parce que des flots entiers extraordinaires de migrants, qui d'ailleurs, comme aujourd'hui, il y avait des rabatteurs, il y avait des réseaux de prostitution à Cherbourg, d'ailleurs. Voilà. On est toujours dans le même monde quand on parle de ces grands flux migratoires. Et donc, il y avait énormément de... Voilà. Après, quand vous comparez avec ce qui se passait en Italie, où déjà l'Italie, 25 millions de migrants sont partis rien que d'Italie. Donc, vous voyez toujours un peu toutes ces vagues qui partaient vers l'Eldorado. L'Eldorado, le rêve américain. Vous savez, quand vous allez à Ellis Island, où j'ai été, vous rencontrez les historiens d'Ellis Island, qui était le lieu de réceptacle. 25 millions d'Européens sont passés par Ellis Island. Et vous avez cette phrase magique que vous discutez avec les historiens. C'est l'histoire de ce Hongrois analphabète, fort probablement, pris dans l'est de la Hongrie, et qu'un rabatteur lui dit faut aller là-bas. C'est-à-dire, les pavés, les trottoirs de New York sont pavés en or. Et donc, le type, il va traverser toute l'Europe continentale, il va traverser la mer, et il va arriver à New York, et il racontera 30 ans plus tard cette phrase qui, pour moi, est le symbole même de la migration. J'étais parti pour voir des trésors, des trottoirs pavés d'or massif. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait des trottoirs, mais qu'il n'y avait pas de pavés, il n'y avait pas d'or, encore moins. Et 30 ans après, j'ai compris qu'on m'a fait venir pour poser des pavés. Parce que pendant 30 ans, j'ai posé des pavés. Oui, ils n'étaient pas en or, mais j'ai posé des pavés. Donc c'est toute cette histoire qui est au cœur d'une histoire humaine, de tout ce qui a conditionné ce rêve américain. Ce qui n'a jamais été dit, c'est combien de migrants qui partaient vers les États-Unis et qui sont revenus parce que globalement, peut-être qu'ils n'avaient pas tout à fait trouvé l'Eldorado. Et donc là, c'est cette grande gare 1933 qui est construite. C'est une gare extraordinaire. C'est la plus grande construction française après Versailles. C'est le plus grand complexe transatlantique du monde.
Pourquoi ont-ils conçu ça? Moi, c'était le symbole quelque part de la force du trafic transatlantique maritime, et donc quelque part, il fallait un symbole. Voilà. Sauf qu'ils n'avaient pas compris que, mais on leur en sait gré, hein, qu'en 1929, vous savez très bien que la politique des quotas, la grande crise américaine, les politiques de quotas sur les migrants vers les États-Unis, et qu'à partir de là, le trafic transatlantique va largement diminuer. Et donc on voit bien que les liaisons Cherbourg-New York vont commencer en 1847, je retiens, j'ai toujours du mal à retenir cette date, 22 juin 1847. C'est le premier steamer, un steamer qui va partir de Cherbourg pour aller à New York. Il mettra 2 semaines, et l'histoire d'ailleurs raconte, et c'est une histoire vraie, que pendant ces 15 jours, le drapeau américain avait une étoile de plus puisque l'Iowa avait rejoint l'Union américaine, et qu'avant d'arriver à New York, le bateau a dû ajouter une étoile de fortune sur son pavillon pour faire bonne mesure quand même en arrivant. Et donc ce trafic s'est intensifié. Je vous ai donné tous les éléments. Il y a eu 2 événements aussi qui se sont passés. Septembre 1833, il y a un 3-mâts qui s'appelle le Luxor et qui amène à Cherbourg pour ensuite Paris, l'obélisque qui va finir à la Concorde. Donc voilà une première histoire. La deuxième histoire, c'est la Belle Poule. 1840, novembre 1840, la Belle Poule ramène, qui a été construite à Cherbourg, hein, c'est un 3-mâts également, ramène les cendres de Napoléon. Et donc on voit bien qu'à partir de là, on est au cœur de ces histoires. Vous avez ici, je vous ai mis les gares, donc cette grande gare majestueuse, un trafic énorme, je vous dis une construction extraordinaire, et vous arrivez ici, en 1944, voilà l'état de cette gare maritime à l'époque. Hitler appelait cette gare maritime Die Festung, la forteresse, parce qu'il avait compris, et il y avait 40 000 Allemands, hein, il avait compris qu'après le port de Brest, qui était largement détruit, celui du Havre aussi, c'est que c'est par là que allait passer le ravitaillement de l'armée de Patton qui partait vers l'Est et ensuite vers Berlin. Et donc, tout a été détruit, pas tout à fait, parce qu'heureusement, Hitler a compris ça un petit peu trop tard, et que l'armée américaine, par le bocage, ils avaient débarqué à Utah Beach, 15 000 hommes, ils ont réussi à arriver à temps pour éviter que tout soit détruit. Et donc, enfin, vous voyez dans quel état elle était. Ensuite, vous avez à côté, c'est la gare de 1952, le plan Marshall permet de reconstruire, non pas à l'identique, mais d'une autre manière. Et donc, là, on a affaire à cette nouvelle gare qui va prendre son essor. Et vous avez tout de suite compris, 52, tout repart. Et 1967, 15 ans après, l'aviation va prendre le pas sur tous les grands paquebots transatlantiques. C'est-à-dire qu'en fait, cette gare énorme, extraordinaire, art déco, très belle, avec des bétons, avec des parquets venant du Venezuela, de Brésil et autres, elle servira, 4-5 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, 1934-1940, 6 ans, je dirais, et après la Deuxième Guerre, 52, 1907, 15 ans. 5 et 15, 20, la plus grande construction française après Versailles. C'est donc quand même assez particulier, et bien entendu, à partir de 67, elle est totalement abandonnée. Moi, je fais partie d'une génération née après la guerre, et pour nous, cette gare, c'est quoi après 52? C'est Charlie Chaplin qui arrive sur cette conférence mondiale où la tournée générale en plein McCarthy vient de dire il ne reviendra pas aux États-Unis, il n'a pas le droit. Il est suspecté de sympathie communiste et il va faire une conférence mondiale sur la liberté à Cherbourg. Et il reviendra, vous savez, d'ailleurs, avec le film Le Roi New York pour se moquer justement du McCarthy. Donc on voit qu'on est là au cœur, mais c'était Orson Welles, c'était Arthur Rubinstein. En fait, tous les grands musiciens qui vivaient, qui résidaient à New York, quand ils venaient faire un concert à Bobino ou à Pleyel et autres, ils passaient par Cherbourg. C'était la ligne Paris, New York par Cherbourg, c'était la ligne, je répète, pour toutes les compagnies étrangères, hein, sur le Havre, tous ceux qui passaient par la compagnie française, ils passaient par là-bas. Bon. Et donc, on avait quelques-uns, nous avions envie de sauver ce bâtiment qui était en perdition, qui aujourd'hui aurait disparu.
Et ce qui m'a quelque part, moi, un peu, comment je dirais, ça m'a frappé au cœur assez, oui, ça a été très fort pour moi. J'étais parlementaire depuis 3 semaines. Le 1er juillet 1988, ce sont les cendres de Béla Bartók qui reviennent des États-Unis pour obtenir des funérailles nationales à Budapest. Et quand on voit ce cercueil dans lequel tenait avec ses deux fils, on se dit, et pourquoi il avait voulu ça dans son testament? C'est parce que, dans le sens allait, quand il fuyait les pogroms et il était passé par Cherbourg, justement. Et donc on se dit, là, on est bien au cœur de l'histoire du monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est là que ça apporte. Et donc on s'est dit, il faut le sauver. Il faut le sauver, mais ce bâtiment, tout le monde voulait le sauver, mais personne ne voulait mettre un sou. Parce que c'était énorme. Il appartenait à l'État, qui, bien entendu, disait, j'étais président de la communauté urbaine, ah, monsieur le président, faut sauver, mais on n'a pas de sous. Quand vous voyez la volumétrie des surfaces, et puis arrive 1990-91, le Redoutable. Le Redoutable est déclassé, il a été construit par l'arsenal de Cherbourg, premier sous-marin nucléaire français, lancé par le président de la République de l'époque, le général de Gaulle, en mars 1967. Sous-marin impressionnant, 9000 tonnes, 130 mètres de long, je peux vous jurer qu'il laisse personne indifférent. Et la marine, comme le ministère ne sait pas trop quoi faire de cette carcasse, qui a quand même 20-25 ans d'existence, et donc le ministre, j'étais député, membre de la commission de la défense, le ministre me le propose. Me dit, voilà, c'était Chevènement, on va le donner à Cherbourg, qu'il a construit, etc. Et je lui dis, j'en veux pas. Et ceux qui ont pu connaître Chevènement à un moment dans leur vie, ça a été du genre, vous savez, Chevènement, c'était du genre, puisque tu n'en veux pas, je vais le mettre ailleurs. Sauf que moi, je suis quand même un petit peu malin, j'avais fait le tour de Brest, Lorient, Toulon, les 3 ports qui aucun n'en voulait. Parce que tous avaient peur de l'enjeu technologique, financier, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait d'un sous-marin nucléaire, enfin, ça paraît comme ça simple aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas si évident. Il a fallu creuser une darse. Et là, vous le voyez, le 4 juillet 2000, ce grand sous-marin de 9000 tonnes arrive dans sa darse qui a été creusée à cet effet, où l'architecte m'avait dit d'ailleurs, pas question de mettre le sous-marin sur le quai parce qu'il va écraser la cathédrale Art déco. Donc, il faut creuser une darse. Il dit, on va creuser une darse. Ouais, mais il m'a dit, alors à l'époque, on raisonnait en francs. Ça fait 30 millions de francs lourds. Il fallait remonter à Matignon, rechercher de l'argent pour que... Et là, il faut reconnaître que l'armée, d'une manière générale, la marine, tout le monde a essayé d'aider pour que, quelque part, nous disposions de, je dirais, de quelque chose d'emblématique pour le public. Et peut-être l'intelligence que nous avons eue, alors ça a peut-être été aidé le fait que moi j'avais travaillé un peu dessus, sur les centrales inertielles en particulier, qui était un truc que les Américains avaient dit, ils ne sauront jamais faire ça, les Français. On s'est mis dans l'idée, et si on présentait ce gros sous-marin de 9000 tonnes au public, comme si l'équipage l'avait quitté une demi-heure auparavant. Il était revenu de mission, il part, il s'en va, et on va découvrir le sous-marin tel qu'il est dans une mission, tel qu'il est dans la vie. Voilà. Et donc, ce truc était, je pense, une idée superbe. Ça avait un coût, et donc je suis reparti voir le ministre de la Défense. C'était plus Chevènement, c'était Jox. Maintenant, voilà l'idée. Maintenant, on l'accepte, mais maintenant, il faut payer tout ça. D'abord, il faut payer ceux qui connaissent en architecture les ERP, c'est-à-dire établissements recevant du public. J'aimais vous dire que mettre un sous-marin en ERP pouvant recevoir du public en toute sécurité, c'est déjà pas triste. Mais ensuite, demander qu'il soit scénographié pour que toutes les baies électroniques, tout fonctionne comme si les hommes, les sous-mariniers venaient de partir, c'était encore plus fort. Et là, ils ont dit banco, parce qu'ils ont bien vu que cette fois-ci, s'ils ne passaient pas à la tirelire sur cet aspect-là, là, il restait que le sous-marin sur les bras. Il faut être honnête, ils ne savaient pas du tout quoi en faire. Donc, tout s'est fait comme ça. Nous avons créé 2 audioguides. Un premier audioguide pour les adultes dès 2002, dès l'ouverture. Ça a remarquablement fonctionné. Et puis, il y a quelques années, parce qu'alors, les gosses de 7, 8, 9, 10 ans, c'est complètement fou. Ils sont dingues du Redoutable. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de sous-mariniers parmi eux. Ils sont dingues. Donc, on a fait
un commentaire sonore de 40 minutes pour que des enfants puissent comprendre à leur manière. Alors, qu'est-ce qu'on comprend dedans? Ce sont 135 hommes qui vivent enfermés dans ce sous-marin pendant 70 jours, sans remonter à la surface. Donc, je ne vous dis pas les problèmes d'enfermement, les problèmes psychologiques, les problèmes de la gestion de l'eau, comment on renouvelle l'eau, comment on renouvelle l'air, enfin, comment on vit. Parce que ça paraît simple. Claudie Aigneret, qui a été souvent, comme vous savez, qui est une grande passionnante, m'avait dit, c'est impressionnant. Elle dit, moi, enfermé dans cette carcasse où on ne voit rien pendant 70 jours, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, nous avons travaillé sur cette notion. Et je pense que c'est ça qui a fait gagner, qu'on a fait l'unanimité dans le public, c'est parce qu'on permet au public d'accéder au secret. Le secret. Personne ne pourra, enfin, sauf ceux qui se destinent à la sous-marinade, comme on dit, mais autrement, personne ne peut comprendre ce qu'est la vie à bord d'un sous-marin. Et là, on comprend, on vit ce que c'est, et je pense que c'est avec tout cela qu'on a porté tout cela. Et je veux dire que j'ai vécu pour ma part 2 ou 3 moments essentiels, mais un en particulier, et qui restera longtemps gravé dans mon cerveau. Les anciens sous-mariniers, dans le monde, organisent alors un congrès pour les anciens sous-mariniers français, un congrès chaque année national, et ensuite un congrès international, mondial. Et donc, il y a, je crois que c'est en 2015 ou 2016, nous avons accueilli le congrès mondial. Et il y avait 300 soviétiques, il y avait 200 américains, il y avait tout. Et dans le PC de commandement du bateau, j'ai une photo. Alors celle-là, je ne la montre pas parce qu'elle est quand même, surtout dans la période actuelle, mais ce sont 2 amiraux de la flotte océanographique soviétique et 2 américains qui se tiennent la main, et en habit, de commandant de sous-marin, et qui, voilà, pacifient. Bon, je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, c'est le genre de photo qu'il faut sortir, mais voilà. Tout ça pour vous montrer que c'est ça aussi qu'on a voulu traiter. Et puis alors ensuite, c'est là que la Cité de la Mer... Alors, je me suis trompé, parce que c'est là qu'on me demande de tout faire, s'il faut. Voilà. Et donc, arrive cette photo où vous voyez le mariage, alors j'ai toujours appelé comme ça, moi, le mariage improbable, d'autres diraient impossible d'ailleurs, du redoutable, lancé par le général de Gaulle en 1967, avec une cathédrale art déco construite en 1933. Et c'est ce mariage impossible qui fait qu'en 2022, le monument, dans le cadre du concours national monument préféré des Français, gare maritime plus redoutable, parce que je tenais à ce que le sous-marin soit là, c'est ce qui fait que nous sommes arrivés premiers. Vous verrez une photo tout à l'heure. On est très fiers que Stéphane Bern nous ait amené ce titre, parce que c'est quand même une histoire, un combat. Et il y a 2 hommes, et ça je voulais vous les présenter. Eudes en parlait un petit peu dans son introduction, 2 hommes qui ont fait que la Cité de la Mer a pu se faire. Parce que quand je vous dis rassembler une cathédrale art déco et un sous-marin nucléaire, parmi les élus globaux du Cotentin, personne n'en voulait quasiment. Un sous-marin, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il y avait même des marins qui disaient « Oh, Greenpeace va venir la nuit peindre en vert le sous-marin. » Enfin, c'était la folie complète et c'était l'adversité. Et c'est là que la rencontre avec 2 hommes d'exception, pour moi, qui restent pour moi les vrais parrains de la Cité de la Mer, qui m'ont aidé à la créer, autrement je ne l'aurais pas faite. Je n'aurais jamais eu ce courage d'affronter l'adversité, parce qu'il a fallu affronter l'adversité. Jacques Rougerie, Henri Germain Delautre. Alors, Henri Germain Delautre, pour moi, ça c'est le géant de la plongée civile. C'est celui qui, ingénieur des arts et métiers, plongeur, a créé une société. Ils étaient 4000 plongeurs dans le monde. 4000. Et à l'époque, les pipelines et autres n'étaient pas si sûrs qu'aujourd'hui. Ils fuyaient régulièrement et toutes les grandes compagnies pétrolières appelaient Henri Germain en disant « Président, on a des fuites, etc. » Et alors là, c'était un redoutable homme d'affaires. Il disait avant d'intervenir, de toute façon, il faudra d'abord, moi, me payer la moitié du sous-marin suivant, enfin, etc. C'est-à-dire qu'il a construit, avec 4000 plongeurs, un empire, puisqu'il était le seul dans le monde qui pouvait intervenir sur ces dispositifs de pipeline. Après, il est intervenu sur des Boeing qui disparaissaient, tout un tas de, y compris à Sharm el-Sheikh, tout ça, il a fait. Mais ça, pour moi, c'est celui qui m'a donné envie. Et c'est ce monsieur qui disait dans des conférences, la conquête spatiale, la conquête des fonds marins, c'est
deux conquêtes contemporaines qui partent en gros de la même période. C'est-à-dire le moment où, dans les télés, on a vu Gagarine commencer sa première rotation dans l'espace autour de la Terre. Et la conquête des fonds marins, c'était à la même époque. Sauf qu'on n'en a jamais parlé, parce que c'est très difficile d'aller filmer dans les profondeurs. Et lui, il disait toujours dans des conférences, mais attendez, la conquête spatiale, on revient de la Lune en 3 jours. C'est une grande rigolade. 3 jours pour revenir de la Lune, et nous, pour revenir de 700 mètres de profondeur, il faut 1 mois, avec des paliers, avec des mélanges de gaz extraordinairement dangereux, extraordinairement calibrés. Et donc cet homme a apporté, ça me semblait important, le génie humain qui a permis aussi, d'abord il a apporté la plongée civile, mais aussi, si vous voulez, le génie humain qui a conduit les hommes à aller dans les grandes profondeurs. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Et à partir de là, les esprits ont commencé à s'apaiser. Comme en plus Jacques Rougerie, le grand homme architecte sous la mer, un grand bonhomme celui-là, nous a amené 17 aquariums, dont le plus haut d'Europe, qui fait 11 mètres de haut, et qui reste, d'ailleurs, ça c'est extraordinaire, 20 ans après, l'aquarium le plus haut d'Europe, alors qu'il a fait des aquariums à Genova, Barcelone, mais il a cette délicatesse, cette gentillesse, je dirais même cette affection, et c'est lui le premier qui a dit « Ah, Bernard Covin, c'est un mérien. Il a tout compris à la mer. Il n'a qu'un problème, c'est qu'il n'aime pas les sous l'eau. » Mais j'ai vu qu'Eudes avait repris cette phrase qui est secrète. Personne ne sait que je n'aime pas aller sous l'eau. Mais maintenant, vous le savez, parce qu'Eudes l'a dit. Mais c'est parti de ce garçon. Et donc, tout est né de là. Et puis, si vous voulez, derrière, est née la deuxième chose. La voilà. La grande galerie des engins. C'est-à-dire qu'à partir de là, on s'est dit... les Français, d'accord, mais il y en a d'autres qui ont travaillé. Les Américains, les Russes, les Japonais, maintenant les Chinois. Et donc, on va essayer d'amener ici des engins représentatifs de la plongée profonde. Et là, vous avez le Nautile que vous voyez, ça c'est Ifremer, partenaire depuis le début. Vous avez dans le fond, en suspendu, c'est l'Alvin américain. Alors c'est une maquette parce que l'Alvin plonge encore aujourd'hui à 6000 mètres avec des biologistes et continue à travailler. Vous ne voyez pas, ou vous le voyez un peu, sur le côté gauche, un écorché blanc. Ah, je peux faire ça. Ah ouais, je suis pas... Le doigt sur l'écran, ça passe mal. Ah ouais, d'accord. Bon, alors ici, blanc-orange. Blanc-orange. Ce sont les Mir soviétiques. Et donc les Mir... les soviétiques ne faisaient jamais rien comme tout le monde. Ils ont fait 2 Mir. Mir 1, Mir 2. Pourquoi? Pour que le Mir 2 filme le Mir 1. Pourquoi? Parce que Brejnev avait convoqué le patron de ces engins-là, qui est un de mes amis, enfin bon, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas revus, hein, qui était directeur de l'Institut Kirchhoff à Moscou. Il lui avait dit, on s'est fait avoir. Les Américains ont été les premiers sur la Lune. Eh ben, nous, les Russes soviétiques, nous serons les premiers dans les grandes profondeurs. Et donc, les Mir ont été construits pour ça. C'est d'ailleurs, vous savez, qu'il y a eu cet épisode en 2007 où Anatoly me raconte ça avec une grande candeur, mais qui avait fait beaucoup de bruit en Europe, où ils sont partis au pôle Nord et où ils ont planté à 4200 mètres de profondeur un drapeau russe en titane pour montrer que, etc. Et lorsqu'Anatoly était venu à Cherbourg, il y avait des gens qui avaient dit « Mais vous avez le droit de vous approprier comme ça ?» Mais il dit, non, on a mis le drapeau parce qu'on est là. Les Américains, quand ils sont arrivés sur la Lune, ils ont mis le drapeau américain. Et d'ailleurs, les Français, quand ils ont vaincu l'Annapurna à l'Everest, ils ont mis le drapeau français. C'est un geste honorifique pour nous, mais c'est tout. Ça montre quand même. Alors, depuis, les Japonais, les Chinois nous ont rejoints. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la tête de ce que les océanautes, c'est ceux qui plongent dans les profondeurs, disent en fait pour eux, c'est la plus grande galerie au monde, c'est même la seule galerie au monde. Les astronautes, quand ils veulent se retrouver, ils se retrouvent à Moscou, à la Cité des Étoiles. Les océanautes, c'est ici, à Cherbourg, à Cizember. Sauf que je dis souvent, en rigolant, je n'ai pas l'argent de Poutine, moi. Et donc, je n'ai pas les moyens de faire venir les océanautes tous les ans, tous les 2 ans, mais c'est le lieu où ils se considèrent chez eux, qu'ils soient américains, russes, français, japonais, et maintenant chinois, parce que les Chinois arrivent, hein, et j'aime me dire, jeunes, et quand vous faites un sous-marin, ils en font 6 ou 7. Parce que maintenant, tout le monde a compris que l'enjeu de l'exploration dans les grands fonds va devenir un des grands enjeux de l'humanité. Et puis le dernier, c'est le vert. Le grand sous-marin vert d'un homme qui fait rien comme tout le monde, qui a décidé de descendre à 12 000 mètres de profondeur en solo, tout seul. Et c'est James Cameron qui a cet engin, mais
fabuleux. Il a fait un sous-marin vertical, alors que tous les autres descendent comme ça. Lui, vertical, pour descendre plus vite, remonter plus vite et être beaucoup plus longtemps sur le fond. Et vous savez, il vient de sortir Avatar 2, Avatar 3, vous l'avez vu, hein? Ben dites-vous bien, c'est pas pour le cinéma, c'est pour se payer le prochain sous-marin, un prochain sous-marin révolutionnaire pour descendre si possible encore un peu plus profond. Le seul problème, c'est que dans la fosse des Mariannes, qui est le point réputé comme étant le plus profond du monde, la fosse des Mariannes, elle est comme ça. Mais à certains endroits, il y a une cuvette. Si jamais vous tombez dans la cuvette, avec un peu de chance, vous faites 200 mètres de mieux que le copain américain ou autre, etc. Et donc, son grand rêve maintenant, parce qu'il est quand même un petit peu mégalo sur les bords, James Cameron. Et mon grand rêve avant de quitter la Cité de la Mer, d'ailleurs, c'est que James Cameron vienne à la Cité. Mais quand il en parle comme s'il était déjà venu 20, 30 fois. Ça, c'est sa façon de voir les choses. Hein. Voilà. Alors ensuite, eh bien là, on attaque 2008. Là, pour nous, ça a été le tournant. Un tournant. Jacques Perrin, le grand cinéaste, réalisateur, qui est décédé malheureusement il y a quelques mois, Jacques me demande de pouvoir bénéficier de cette grande halle qui fait 8 mètres carrés, parce qu'il souhaite dans cette halle, dans son film Océan, reconstituer une galerie, un panthéon des espèces disparues. Toutes celles qui ont disparu depuis le XVIIe siècle, et puis celles qui sont menacées de disparaître. Et donc, on négocie avec Jacques. Le tournage durera 5 semaines, pour une séquence qui, d'ailleurs, dans le film, dure 2 minutes, 3 minutes. Mais c'est la bascule. Je vous incite d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film Océan, à le voir, et ceux qui l'ont vu, d'aller le revoir. C'est un film extraordinaire sur la compréhension de la mer, de l'océan et de la biodiversité. Parce qu'il avait exigé que ces plongeurs, que tous les engins qui allaient filmer soient poissons parmi les poissons. Ils avaient inventé des caméras torpilles avec des gyroscopes qui permettaient de filmer de l'intérieur, à l'intérieur d'un banc de dauphins, d'aller filmer. Et donc, c'est extraordinaire. Et là, pendant plusieurs semaines, ils vont être là avec nous et nous appréhender. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais moi, j'ai rien, moi. Oui, mais ça passe derrière. D'accord, bon, ça va. Alors, il y a un problème, c'est que j'ai voulu vous mettre un petit extrait, mais on va peut-être couper, de l'extrait, mais c'est superbe. Malheureusement, il n'y a pas de son ici. Il y a le son pour ceux qui sont sur Internet, parce que la musique et la phraséologie de Jacques est extraordinaire. Parce que dans cette grande galerie, alors je ne sais plus qui on est, il va passer, avec son fils d'ailleurs, Lancelot, il passe parmi vous avez en très gros ici, c'est la rétine de Steller qui a disparu je crois au 18e. Et donc on voit le phoque-moine des Caraïbes, et à chaque fois il passe devant, il fait disparu, disparu, disparu. Et c'est un moment assez angoissant dans le film, parce que toute la première partie du film, c'est la beauté de ce dernier territoire sauvage de la planète, tel qu'il le dit, avec toutes ces espèces extraordinaires. Et puis, il y a cette bascule dans ce panthéon. Vous voyez tout cela. Et c'est la gare maritime, transformée. Alors, ils ont ramené là-dessus des décors du 17e. Enfin, c'était extraordinaire. Sauf que Jacques a profondément, je dirais, à travers ce film, ce tournage, transformé notre vision de l'océan et notre vision de la manière d'aborder, gérer la médiation et la transmission. Alors là, j'arrive sur des terrains un peu plus difficiles, parce que je suppose qu'il y a quelques professeurs dans la salle, il y a même une inspectrice générale. Chacun enseigne à sa manière. En particulier, les grands musées, les centres de culture scientifique enseignent d'une manière assez verticale. Jacques m'a appris que la meilleure manière d'apprendre aujourd'hui, c'est de surprendre, c'est d'étonner, la puissance de l'image au service de la sensibilisation, et bien entendu, ou de la sensibilisation, l'action. Vraiment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, est-ce que je peux continuer? Moi, ah, ça y est, voilà. Et donc, Jacques, et vous avez d'ailleurs sur la photo droite François Sarano, océanographe, le seul homme dans le monde qui parle au cachalot, faut le faire quand même, et qui vient, et c'est extraordinaire quand il rencontre des collégiens, la manière de communiquer sur la beauté de ces animaux et de ces espèces. Le dernier territoire sauvage de la planète. Et donc, tout ça, Jacques nous l'a appris, et à partir de là, on a eu une idée, parce que c'était rentré par là, hein. On s'est dit, et si on faisait, sur nos 3 étages, en laissant nos 17 aquariums,
si on traitait une nouvelle approche, une nouvelle lecture, un nouveau regard sur l'océan, sur 3 étages. Et donc, c'est ce qu'on a appelé l'exposition permanente, l'océan du futur. Et donc, on essaye de toucher le public. Donc là, vous êtes ici dans un lieu. Le premier, c'est le lieu magique. Vous êtes, pour ceux qui n'auront jamais la chance d'aller sous l'eau, ce qui est mon cas, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, eh ben vous êtes là quasiment 50 mètres sous l'eau, avec les cachalots, les requins, les baleines blanches, et puis vous avez des dispositifs interactifs, vous êtes dans le monde de tout ça. Et si nous avons pu faire ça, c'est quand même grâce à l'affection que Jacques Perrin avait à mon égard, la grande amitié pour la Cité de la Mer, parce que je lui ai dit un jour, lorsque le chef d'état-major de la Marine nous a remis le Grand Prix de la Marine annuel, donc on avait le Grand Prix, Jacques était là, puisqu'il était peintre de la Marine, et je lui ai dit, tu nous as mis dans la tête, ce truc, moi j'ai qu'un problème, c'est que j'ai pas d'image. Et il me dit, je te donne les 400 heures de rush du film Océan qui n'ont pas été diffusées, distribuées. Un cadeau, enfin moi j'ai été, on a repris une coupe de champagne, un cadeau mais extraordinaire, parce que là pour la première fois le public, les jeunes, les enfants, mais aussi les adultes, allaient pouvoir entrer dans ce monde de l'océan, mais en direct, etc. Et donc là, nous avons travaillé l'océan du futur. Là, le premier élément, l'océan du futur, le plancton, le peuple invisible. Alors là aussi, moi, vous êtes peut-être biologiste, vous avez fait des études. Moi, j'étais électronicien de formation, j'ai fait des études, mais je ne connaissais rien à la biologie. Et un jour, il y a un grand monsieur qui était le président du musée maritime, l'aquarium de la Porte Dorée, qui me dit que tu devrais être le premier en Europe à traiter les molécules d'intérêt. Je lui dis, quoi tu me parles? C'est quoi les molécules? Ben, c'est le plancton. Je lui dis, mais c'est quoi le plancton? Et donc, j'ai rencontré l'équipe de Tara Océan, Romain Troublé, qui, vous savez, depuis 20 ans, font des expéditions dans le monde. Et c'est ce qui nous a fait présenter dans ce premier espace le plancton. Et ça, pour des gosses, c'est extraordinaire. Quand vous leur dites, voyez-vous, là, ce plancton, il est là en photo, en macro, voilà. 10 milliards d'organismes par litre d'eau de mer. 10 milliards. Et en même temps, 50% de l'oxygène que vous respirez. Et je me rappelle un jour, Jacques Rougerie était avec des collégiens dans notre auditorium, et les collégiens, c'était du genre, Il leur a dit, alors écoutez, on va prendre notre montre, et pendant 3 minutes, vous allez maintenant respirer 1 fois sur 2. Eh bien, je peux vous jurer qu'en sortant de l'auditorium, les collégiens savaient ce qu'apporte le plancton aux hommes. Ne vous faites pas d'illusions. Et donc, c'est lui qui régule le climat, c'est lui qui conditionne l'avenir de l'océan. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Tara revient d'une grande expédition de 3 ans, où ils ont travaillé sur ce qu'on appelle le microbiome, c'est-à-dire les petits virus et les petits planctons, l'influence la dérégulation climatique sur ces espèces-là. Parce que si jamais ça se passe mal par là, alors là, les amis, l'humanité, c'est terminé. Et ce sera vite terminé. Voilà. Parce que c'est lui qui absorbe une grande partie du CO2 rejeté dans l'atmosphère, qui le reconditionne en oxygène, qui nous ramène. Ça n'aura qu'un temps. Bon, ça demandera peut-être encore des milliards d'années, je ne sais rien. Moi, sur le temps, je ne me prononce pas trop. Voilà, ça, on essaie de sensibiliser au rôle essentiel de ce peuplement que, faut être honnête, il y a peut-être 4% des Français qui savent que ça existe. Hein, voilà. Et bien ça, c'est important. Ça conditionne la vie et l'avenir de l'humanité. Nous avons aussi travaillé sur les grandes profondeurs, les abysses. Songez que les abysses, jusqu'en 1977, grâce aux théories de Théodore Monod, puis bien d'autres choses, tout le monde était convaincu qu'il n'y avait rien. C'était un grand désert, froid, glacial, la pression, le froid, jamais, voilà. Et en 1977, il y a 2 Américains qui descendent dans l'Alvin et qui découvrent la vie par la chimiosynthèse. Et qui découvrent depuis des choses extraordinaires. D'où d'ailleurs le programme du gouvernement français aujourd'hui, et que nous, ça nous réjouit, parce qu'enfin, dans ce pays, on commence à parler de la mer et des profondeurs sur l'exploration. Je n'ai pas dit l'exploitation, hein, l'exploration. Qu'est-ce qui se passe par là? La vie. Qu'est-ce que sont les concentrations d'oxygène, les terres rares, d'hydrogène du moins, les terres rares? Quel est l'avenir de tout ça? Et puis, si possible, essayer de lutter au niveau de la France avec d'autres pays sur un droit international de la mer qui empêche, comme ça, n'importe qui d'aller exploiter, parce que là, alors là, ce serait
sincèrement la fin des haricots. Hein, voilà. Donc ça, c'est toute cette organisation qui est en train de se mettre. Et je tiens à vous dire que 2025, le sommet mondial se passera à Paris et que j'espère bien que la Cité de la Mer sera dedans. Du moins, je m'en occupe. Avec Olivier Pavard-Arvor qui pilote tout ça. Voilà. Également, vous avez en haut à droite l'océan clé d'histoire, s'agissant aux étudiants, parce que c'est votre professeur Christian Buchet qui est d'ici, qui a bâti cette séquence avec moi, les équipes de la Cité de la Mer. C'est en 3 minutes comment comprendre ce qui se passe. Comment l'océan Atlantique a été dominé par les grandes marines, parce qu'en fait, c'est les découvreurs des mers, les découvreurs de territoires, c'était les Européens. Donc ils tenaient le commerce, ils tenaient la mer. Sauf que maintenant, c'est fini, ça. On arrive à l'océan mondial, comme l'appelle Christian, l'océan contemporain, où là, il faut reconnaître que du côté du sud-est asiatique, par là, il y a des puissances qui se mettent en route, etc. Et puis, très attaché à cet aspect, s'inspirer du vivant, les promesses. Alors, le salon Jules Verne, c'est là que, si vous venez à la Cité de la Mer, vous vous asseyez, vous êtes dans le salon Jules Verne et vous contemplez la grande faille la plus haute d'Europe de 11 mètres de haut et vous voyez comment les espèces se déplacent. Oh, il n'y a pas d'orques, hein, il n'y a pas de grandes baleines, il n'y a pas de requins, mais il y a toute une atmosphère, parce que ce que j'ai toujours admiré chez Jules Verne, j'avoue qu'effectivement, il m'a beaucoup inspiré, quelque part, c'est que comment, quand vous prenez tous les grands océanautes de la planète, qui plongent à 8000, 9000, 7000, qu'est-ce qui fait qu'ils ont fait ça? Russes, Américains, qu'est-ce qui les a? Tous vous disent 20 milieux sous les mers. Je veux dire, quelqu'un comme Jules Verne a déclenché des vocations énormes qui aujourd'hui conditionnent toute l'exploration des grands fonds et il n'a jamais mis la tête sous l'eau. C'est quand même extraordinaire. Ça montre que la passion, le rêve, c'est ce qui conditionne aussi l'avancée de l'humanité à chaque fois. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, salon Jules Verne, et puis vous avez les promesses de l'océan. Alors là, les promesses de l'océan, nous y tenons beaucoup. C'est ce grand mur, cette grande fresque interactive. Ah oui, oh merci, heureusement que vous êtes là, parce que je suis pas très doué dans le multimédia. Voilà. Alors, je ne sais même plus où je suis d'ailleurs là-dessus. Attendez, je vais m'y retrouver. Comment aujourd'hui... Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir, si ça ne vous gêne pas, par rapport à l'océan. La première, c'est la phrase de Jacques Perrin, de Jacques Rougerie. L'océan, la connaissance de l'océan pour l'humanité aujourd'hui, on en est à l'âge de Cro-Magnon. On ne sait rien, mais j'aime bien reciter cette phrase avec des jeunes, parce que Cro-Magnon, a priori, ils savent qui c'est. Et donc, ça les inspire, on ne sait rien. Tout est à découvrir. On connaît peut-être aujourd'hui 1% de la biodiversité. Et encore. Par contre, à chaque fois qu'on fait une découverte dans l'océan, on va de surprise en surprise. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on tient à... Voilà. Je n'ai pas pu vous le mettre en photo, mais l'animal emblématique de la Cité de la Mer, c'est la limule. La limule, 400 millions d'années, qui était dans les mariages en Corée, on offrait ça comme un cadeau, symbole de fertilité pour le couple. Aux États-Unis, les limules pullulaient dans les mangroves, notamment dans le golfe du Mexique, on les broyait pour faire un engrais naturel pour la terre. Et un jour, il y a un chercheur de Chicago qui a découvert que cet animal, son sang était bleu, parce qu'il était extraordinairement chargé en cuivre. Mais ça, on a découvert ça il y a 20 ans, hein, pas beaucoup plus. Hein. Et avec ce sang, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on s'assure de l'asepsie complète de tous les outils chirurgicaux. Alors, probablement rajouter avec d'autres produits, mais c'est la base qui permet de détecter toutes les bactéries, tout ce qui serait inapproprié pour l'homme dans une opération. Donc, comme quoi, la limule nous apprend ça. Vous avez les coraux durs. Les coraux durs, ça fait, vous ne savez peut-être pas, bah, si, je suppose quand même, mais ça fait des années qu'on fait des greffes crâniennes ou des greffes ici avec des coraux durs. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça avec du titane, ben vous êtes bon à réopérer quelques années après, parce que le titane, il a du mal à cohabiter avec les os. Hein, tandis que le coraux dur, lui, le corail dur, lui, il rentre en harmonie et tout ça, il y a une espèce de symbiose naturelle qui se fait. Vous avez le venin des côtes de mer, des cônes, pas des côtes, des cônes de mer, des venins, notamment dans les mers tropicales, qui aujourd'hui
forment des antalgiques beaucoup plus puissants que tous les antalgiques que vous pouvez connaître. Vous avez le fameux ver arénicole qui a été découvert par un chercheur. Alors, si vous allez... Alors, comme ça va faire plaisir là-bas au fond, qui a découvert ça sur des côtes bretonnes. Mais il y en a beaucoup sur les côtes normandes. Attention. C'est le petit ver qui, sur le sable, fait des petits cônes. Ce ver est extraordinaire. Son sang est 100 fois plus puissant que l'hémoglobine, notre hémoglobine. Et qui plus est, il est compatible avec tous les groupes sanguins. Alors, ce monsieur, ça c'est la France, il a fait trouver, avec le CNRS, il a trouvé ça, il a voulu créer derrière, etc. Il a été obligé de quitter le CNRS et de quitter la science pour créer lui-même un incubateur, puis c'était. Pendant ce temps-là, mon beau-frère qui est néerlandais pourrait vous dire, en Hollande, on élève des vers arénicoles, parce que ça y est, on a découvert que là, on a peut-être une réponse au manque de transfusion sanguine aujourd'hui, qui est un vrai problème à terme, peut-être pour nos sociétés. Donc on voit... Tous les jours, on découvre des choses mais extraordinaires, mais je vous dis encore une fois, on n'en connaît que 5-6%. Ça veut bien dire qu'il y a tout à faire, ça veut dire aussi que c'est très important que des jeunes aujourd'hui partent vers ces notions de découverte de la biologie, etc. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou pas? Oui? Bon. Alors on va passer rapidement. Oh, je vais vous dire 2 mots quand même sur Titanic. D'abord parce que la seule escale qu'il a faite, c'est à Cherbourg, 281 passagers. Il a fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans la grande rade. 281 passagers ont embarqué dans on appelait ça des transborders, les Anglais appellent ça des tenders. Un pour les premières et deuxième classes, un pour les troisième classes et la nourriture et les valises. Parce qu'il y avait des classes très, très structurées dans cette société, ce qu'on appelait la belle époque. 281 passagers embarquent à Cherbourg pour partir vers New York. On a retrouvé la trace de ces 280 passagers. Il y a même un architecte argentin l'autre jour, qui est venu retrouver son vieil oncle. Il savait que, mais il a retrouvé la valise, parce que je vais vous parler des objets, c'est absolument... C'est une visite qu'il faut faire, parce que c'est la seule en Europe continentale, et nous avons voulu la faire, nous, parce qu'on avait un défi, une fois de plus, 800 mètres carrés. Reconstituer Titanic sur 800 mètres carrés, il faut déjà se lever de bonne heure. En plus, j'avais un autre défi, c'est qu'à l'époque, je n'étais plus président de la communauté urbaine, et le président de l'époque, que vous avez connu par la suite, puisqu'il a été Premier ministre, Bernard Cazeneuve, m'avait dit « tu as 2 millions pour faire ça ». Belfast avait 90 millions, Southampton et Liverpool, qui étaient aussi des ports liés à Titanic, avaient 25 millions. Donc, fallait... voilà. Mais Bernard Cazeneuve avait su, une fois de plus, se flatter mon ego, en disant « avec 2 millions, tu feras beaucoup mieux qu'eux ». Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup mieux qu'eux, parce que dans ces 800 mètres carrés, on vit comme si on était à bord du bateau. On entend les témoignages reconstitués de passagers du 3e classe, 2e, 1er équipage, parce que sur ce bateau et sur la catastrophe, personne n'a vécu, bien entendu, la tragédie de la même manière. On reconstitue des histoires, mais extraordinaires, parce que Titanic, c'est d'abord la belle époque. Deuxièmement, c'est... comment je dirais? Ah, il y a des dissipés dans le fond, là. C'est des Bretonnes. Voilà, je savais bien. Non, je blague. Il n'apprécie pas l'humour. Donc, oui, je disais, ce sont des histoires. Des histoires. Il y a des histoires personnelles. À Cherbourg, sur les 280 passagers, c'est là qu'il y a le plus de première classe, parce que tous les milliardaires américains reviennent de l'hiver, où ils ont passé l'hiver sur les bords du Nil, sud-est asiatique, ou surtout à Paris, qui, je le rappelle, à cette époque, était la capitale mondiale de la culture. Les milliardaires américains, par nature, la gouvernante des enfants était française. Donc il y a toute une histoire qui se... Benjamin Guggenheim, j'espère quand même que vous connaissez la famille Guggenheim, même dans le monde. Benjamin Guggenheim, qui est d'ailleurs dans le film de Cameron, meurt dignement avec son haute forme et sa coupe de champagne. Il paraît que c'est vrai. Bon, il vient passer l'hiver à Paris, il quitte sa femme et il tombe amoureux de la chanteuse du cabaret Le Lapin Agile à Montmartre. Il repart avec elle, mais elle est enceinte. Lui, il va mourir dans la catastrophe. Inutile de vous dire que la chanteuse du cabaret, arrivant dans la famille Guggenheim, ne restera pas des années et des années, même s'il y avait un petit-fils qui naissait. Donc ce sont des histoires. Vous avez une histoire extraordinaire aussi d'un jeune Slovaque qui habite à Nice,
qui vend un peu des vieux objets, un peu de tout, marié à une jeune comtesse italienne. Le couple bat de l'aile. Ils ont 2 enfants, le couple bat de l'aile. Et donc, les affaires aussi battent de l'aile, à la fois le couple et les affaires, et il décide de partir. Il dit, je vais partir à New York. Sauf qu'il part un soir, sans le dire à son épouse, mais il part avec les 2 gosses. Et il emprunte un faux nom, Hoffman, qui était un nom de ses anciens collaborateurs. Et donc, il va arriver à Cherbourg, embarquer à Cherbourg avec les 2 gosses. Et donc, il va sur le bateau, il va rencontrer une famille française d'ailleurs. Et votre femme? Oh, bah, ma femme, elle est morte. Bon, il manque comme un arracheur dedans. Les 2 gosses sont 2 ans et 4 ans. Ils arriveront à New York, plus de père, parce qu'il va mourir dans la catastrophe. Michel Navratil, il s'appelait. Il va mourir dans la catastrophe. Et les 2 gosses arrivent là-bas. Ils n'ont plus de père, ils n'ont plus de mère, ils n'ont plus de nom. Parce qu'ils sont persuadés à 2 ans, ils s'appellent Hoffman en plus. Et ça, les Américains savent faire ça. Ils vont lancer une grande campagne qui s'appellera, qui est restée célèbre, les orphelins du Titanic. Et la comtesse, là, à Nice, qui cherche avec la police partout ses enfants dans la région de Nice, va découvrir que ces 2 enfants sont à New York. Et là, il y a toute une histoire qui va naître et les gosses vont revenir. Et Michel Navratil, le fils aîné, qui avait 4 ans, finira professeur de philosophie à l'Université de Montpellier. C'est le dernier Français qui est mort naturellement dans son lit, parce qu'il avait été à 4 ans, il avait été sauvé dans la catastrophe. Et il a écrit des bouquins, je vous les recommande, parce qu'il dit dans ses bouquins, depuis 4 ans, depuis mon âge de 4 ans, je suis un resquilleur de vie. Et jamais je ne pourrai restituer le bruit, tous les bruits que j'ai entendus cette nuit-là, parce que c'est ça qui est important. Donc Titanic, c'est d'abord ça, des chemins personnels. Et puis c'est aussi surtout Titanic, et c'est ce que nous essayons de faire, peut-être pour avoir un peu plus d'humilité aujourd'hui, c'est que cette société, elle était arrogante, sûre d'elle-même. De toute façon, ils étaient sur un bateau insubmersible. Il n'y avait pas le nombre de bateaux de canaux, mais c'est pas grave ça. Insubmersible. Quand les premières classes jouaient aux cartes le soir, ils ont entendu la détonation, on ne s'affole pas, on est insubmersible. Oui, eh bien, on n'était pas insubmersible. Et c'est ce qui fait que ça a été vécu comme un traumatisme mondial, cette catastrophe. Après, 2 ans après, c'était la guerre de 14, tous les empires ont disparu quasiment dans cette cacophonie de cette première guerre mondiale. Mais Titanic a représenté une vraie rupture au niveau des sociétés. Voilà. Et quand on voit ensuite les tours de Manhattan, il y a peut-être des moments dans nos sociétés modernes, il y a peut-être essayer d'avoir un peu d'humilité, de sagesse pour se dire attention, attention, comment tout ça est géré. Et c'est là que Titanic. Alors ce qui est important à Cherbourg, à la Cité de la Mer, c'est que nous sommes les seuls au monde, à part Las Vegas. Alors là, moi je ne veux pas rivaliser avec Las Vegas. Hein. On est les seuls à avoir régulièrement des objets remontés de 3800 mètres de profondeur du champ de débris de l'épave. Donc on a eu 45, on en a eu 53, ça se termine bientôt. Et si ça vous intéresse, à partir du mois de mars, il y a 42 objets qui arrivent à nouveau. Et à chaque fois, derrière ces objets, et c'est pour ça que nous sommes les seuls à faire ça avec les Américains, qui d'ailleurs ont remonté 6000 objets, hein, et sont les propriétaires du champ de débris maintenant, pour des raisons juridiques assez compliquées. Donc c'est ça qui est important, parce que nous sommes au cœur d'humaniser Titanic, de comprendre ce que étaient ces personnes. Parce que je vous jure que la première fois qu'on m'a demandé, moi, de présenter des objets qui avaient appartenu à quelqu'un qui a disparu dans la catastrophe, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. On est des latins, pour beaucoup d'entre nous peut-être, en tout cas c'est mon cas, on est des catholiques, anciens catholiques. Présenter des objets comme ça qui viennent de gens disparus, ça peut être interprété comme du voyeurisme, mais un peu facile. Et en définitive, quand on humanise cela, ça apporte une vraie lecture. Et c'est pour ça que les Américains adorent travailler avec nous, parce que ce sont probablement aujourd'hui Titanic les derniers témoignages éducatifs, culturels, y compris en termes d'enjeux de société, qu'on peut développer. Donc moi, je vous encourage à venir à la Cité, au moins aussi pour voir ça. Alors à partir de là, eh ben, je vous ai dit, un nouveau regard sur l'océan, on s'est dit, mais pourquoi on n'essaierait pas d'apporter une forme de culture de la mer aux jeunes, qui en manquent beaucoup, mais n'ayez pas peur, moi je n'avais aucune culture de la mer quasiment, moi dans les années 90-2000, quand j'ai créé la Cité de la Mer. Hein. Pourquoi on n'essaierait pas de... Et donc est née l'idée
de créer Génération Océan. Et pour que ça fasse particulièrement jeune, bien entendu, on a créé hashtag Génération Océan. C'est la seule concession que j'ai acceptée. Hashtag, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enfants de cours d'élémentaire, ce sont des collégiens, ce sont des lycéens, ce sont des post-bac qui rencontrent des grandes voies de l'océan. Ces grandes voies de l'océan, vous avez quelques images. On va chercher ces grandes voies parmi les biologistes, dans le CNRS, à Ifremer. On essaye de varier les thèmes. Alors les thèmes, c'est la biodiversité d'abord. Mais on a fait un tabac l'année dernière avec l'Arctique et l'Antarctique, où des jeunes chercheurs de 35 ans vous expliquent pourquoi ils partent 3 mois là-bas. C'est quoi l'intérêt, la biodiversité, comment les glaciers, Lydie Lescarmentier, qui est une grande glaciologue, qui explique que le vélage d'un glaciaire dans une région rurale comme la Normandie parlait du vélage des glaciers, ça a fait un tabac. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire cette approche. Mais c'est aussi les abysses. C'est aussi au mois de novembre dernier, 15 ans d'expédition avec la goélette Tara qui était présente et les chercheurs. Et là, on dirait que quand vous avez des chercheurs, alors on choisit des chercheurs. Comment je dirais? Alors, il y a des bons chercheurs partout. On essaie de chercher des chercheurs qui humanisent la science, qui essayent même de démontrer aux jeunes qui sont en lycée, en terminale ou en post-bac, c'est qu'eux, ils étaient comme eux, mais qu'après tout, ils ont fait chercheurs parce que la passion, ça fait avancer. Voilà, c'est essayer de démystifier parfois. Vous savez, souvent, le chercheur apparaît comme le sage au-dessus du... Voilà, bon. Et vous avez des chercheurs la première fois que j'ai accueilli Françoise Gaël, qui est quand même une des grandes chercheuses émérites du CNRS, je me disais, ouh, comment... Elle a été extraordinaire, les jeunes, et elle m'a dit après, oh là 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 là, moi qui fais des sommets mondiaux partout, qu'est-ce que ça fait du bien de dialoguer en direct avec des jeunes qui posent des questions, parfois même incongrues, mais qui sont des questions justes sur l'avenir, leur propre avenir à eux, parce que c'est leur avenir qui est en train d'être construit. Et donc, on le fait avec l'Ifremer, on le fait avec tout un tas de fondations. Jean-Louis Etienne est venu, Christian, lui, est venu plusieurs fois. François Sarano, l'homme qui parle au cachalot. Romain Troublé, un homme aussi qui a fait un tabac. Mais après, a priori, il a quitté le poste, il est reparti ailleurs, qui était le patron à Sciences Po Paris de la chaire sur l'outre-mer, mais qui est surtout un des grands spécialistes. Miko Mered, il s'appelle. Je peux vous jurer que quand vous le faites avec 300 terminales, comme dit l'autre, ça décoiffe. Ça décoiffe, mais on ne sort pas indemne. On comprend des choses. De même, quand on parle de géopolitique, les profs de terminale nous ont demandé à ce que de plus en plus, dans nos tables rondes comme ça, on intervienne sur la géopolitique. Pourquoi? Parce que M. Blanquer, qui a fait des choses bien, il n'a pas fait que des choses bien, mais comme tout ministre, il a fait des choses bien, la géopolitique est rentrée plutôt dans les programmes. Sauf qu'il n'y a pas de profs de géopolitique dans la plupart des lycées. Il y a parfois des profs d'histoire ou de géo qui se sont passionnés pour ça. Mais quand vous faites venir des gens qui s'expriment sur la géopolitique, par exemple, on va faire au mois de mai, on va faire la guerre des câbles sous-marins. Je peux vous jurer qu'en termes de géopolitique, c'est fondamental ce qui est en train de se passer par là. Bon, on pourrait faire aussi la guerre des drones sous-marins. Enfin, c'est tout ça qu'on essaye d'aborder pour donner aux jeunes le plus d'ouverture sur la mer, faire comprendre que tout est à découvrir. Moi, j'aurais 20 ans aujourd'hui, on me dirait, on en est à l'âge de Cro-Magnon, il y a tout à découvrir. Je pense que je foncerai là-dedans moi, pour essayer d'eux. Donc c'est passionné, avancer avec toutes ces grandes voies. Voilà. Et d'ailleurs, en 2023, donc on a 3 séquences, 10 000 jeunes a priori encore qui vont venir. Les 3 séquences, elles sont claires, elles sont retenues. Mois de mars, on a voulu tenter un coup et on s'aperçoit que c'est phénoménal. Mais moi, je suis comme vous, je n'y connais rien. Donc, on a voulu traiter le son sous la mer. Vous allez voir, ça va venir à la mode dans les mois qui viennent. Ça, je peux vous le jurer. Pourquoi on a voulu faire ça? Parce que les acousticiens sur les sous-marins, on sait ce que c'est. Les oreilles d'or sur les sous-marins, ceux qui écoutent en permanence, 24 heures sur 24, on sait ce que c'est. Mais le son, par rapport aux grands cétacés, c'est quoi, machin? Voilà. Puis un jour, à la Sorbonne, j'ai entendu, et j'ai eu une conversation téléphonique avec lui, Olivier Adam, qui est un des grands spécialistes du son sous la mer, voilà, bon. Puis il me dit, ouais, mais là, c'est intéressant. Moi, je peux vous parler des baleines blanches, mais ce serait intéressant qu'à l'Insta, à Brest, là,
Flore Samaran viennent vous parler des baleines bleues. Je dis pourquoi? Parce que les baleines bleues et les baleines blanches ne chantent pas de la même... Ah, pas du tout. Ah bon? Il a même fait une conférence à Brest où il a expliqué, et je l'ai vu sur Internet, si un jour vous pouvez la retrouver, Olivier Adam, c'est un très bon, ça veut dire, hein. Il passionne des jeunes, j'en suis sûr, où il explique que la baleine blanche, pour chanter, elle se chauffe la voix. Et donc, en direct, avec un son, il a montré comment la baleine blanche chauffait sa voix. Et ensuite, il a montré, toujours avec des témoignages audio-vidéo, Britney Spears se chauffant la voix. Eh bien, je vous jure, non mais vous allez rigoler. Alors, c'est peut-être Britney Spears qui imite la baleine blanche ou la baleine... J'en sais rien. Mais il y a une similitude, comme quoi c'est complètement dingue. Et quand un grand chercheur comme ça, à Sorbonne, ouais, explique cela, je dis ça. Après, ce qui est intéressant, c'est de prolonger. Pourquoi on écoute? Pourquoi on écoute les baleines blanches? Pourquoi? C'est là que les acousticiens disent, c'est pour les protéger, c'est pour apprendre à voir comment ils vivent en société entre eux, pourquoi les orques d'Argentine et les orques d'Islande, là-haut, là, j'ai entendu une jeune chercheuse de l'audio qui m'a dit, ah non, vous savez, ils ne parlent pas du tout de la même manière. Ah bon, voilà autre chose. Bon, c'est un monde entièrement méconnu et qui va devenir une vraie référence là-dessus, parce que ça va conditionner aussi le développement durable dans les océans. Il ne faut pas se faire d'illusions. Parce que la vraie question, et c'est là-dessus qu'on intitulera nos tables rondes, l'océan, monde du silence ou monde du tintamarre. Et les oreilles d'or vous diront, dans les sous-marins vous diront, ah ben ça, c'est un monde du tintamarre. Et la vraie difficulté pour les analystes, c'est d'aller rechercher quel bruit, d'où il vient, c'est qui, c'est quoi, comment, etc. Et donc c'est un peu de cette façon de Mars le son. Mais on retournera dans les abysses, avec des chercheurs et des chercheuses, surtout d'Ifremer, qui descendent à 4-6 000 mètres. La biodiversité, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les ressources, comment on vit, et puis surtout pour des jeunes collégiens, comment on descend. Quand on est jeune chercheur de 40 balais avec 3 gosses, comment on descend à 6 000 mètres sous la mer, qu'on part dans des expéditions, etc. Et puis en octobre, on va essayer de faire une grande première. Il faut seulement que j'attire là les gens qu'il faut. C'est l'impact du changement climatique sur la biodiversité. En quoi le changement climatique qui est en train d'agir aujourd'hui est en train de transformer la biodiversité. Et là, celui qui est le meilleur dans tous ces engins-là, c'est Gilles Boeuf, qui a été le président du muséum, qui a été longtemps le président aussi de l'Office français de la biodiversité, qui est un garçon extraordinaire et qui vous explique comment, à travers le changement climatique, il y a des espèces qui s'en vont vers le nord, comme ça, qui migrent. Sauf que leur nourriture ne migre pas à la même vitesse. Et c'est ce qui fait qu'il y a une grande part de biodiversité qui va peut-être être menacée dans les années qui viennent par l'augmentation des eaux, la chaleur des eaux. Personne ne s'en soucie. Regardez les grandes villes. Normandie, le premier port de France de Bulot, bravo. Très bien, super. Eh bien, ils ont découvert, en faisant de la recherche avec des bulots, une augmentation de 2 degrés, de la mer et de l'océan. Les bulots partent en Angleterre. Non, mais pas vers le nord. Non, ça réjouira les pêcheurs. Non, mais comme quoi, on parle souvent, le changement climatique, le relèvement de la température, ouais. C'est dès maintenant que ça se pose. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer dans nos tables rondes. Quand Christian m'a demandé de parler de la mer et de parler de cette manière de transmettre, c'est pour ça qu'on est attaché à ça. Du concret, étonné, encore une fois, étonné, comprendre, etc. Alors bon, Jean-Louis Etienne, vous l'avez au milieu, il est venu, lui, il a fait un tabac. Vous avez Christian ici, j'espère que vous l'avez reconnu. Il y a Christian ici, il y a, je ne sais plus, moi, il y a beaucoup de monde. En tout cas, c'est un format d'une heure, toujours animé par des journalistes du groupe Ouest France, qui travaillent en général dans les éditions marines de Ouest France. Et votre collègue tout à l'heure connaissait Alexandra Turca, qui est une fille extraordinaire et qui anime beaucoup de nos tables rondes et de nos soirées. C'est des gens aussi qui ont cette culture marine et surtout
qui demande à revenir parce que c'est une culture de la transmission très particulière. Je finis, j'ai tout à fait. Si je peux finir, ça ne veut plus. Comment je peux atteindre la nouvelle diapo? Bon, on ne peut pas. Bon, bah on va. C'est celle-là. Ah ben il ne veut plus. Bon. Non, bon, je vais finir en quelques mots. 2022, parce qu'on m'avait demandé de vous parler des 20 ans. Donc ici, la première série, les 20 ans de la Cité de la Mer. Eh bien, toute l'année 2022, nous avons fait énormément d'événements, mais surtout, nous avons voulu montrer que l'océan aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rattacher l'océan à la biologie et la biodiversité, de rattacher l'océan à l'histoire, de rattacher l'océan aux arts. Et c'est pour ça que vous êtes parisien, mais maintenant, enfin vous êtes sur Paris, moi, pour la plupart. Maintenant, la pièce est terminée. Mais il y a une grande actrice, Julia Duchossois, qui a écrit une pièce avec la complicité un petit peu de correctif de Christian. C'est une plongeuse, c'est la fille d'ailleurs de Michel Duchossois, que vous avez probablement connu, qui a écrit une pièce jouée par deux en stand-up qui s'appelle « Le monde du silence ouvre sa gueule ». Et c'est impressionnant. C'est une autre manière de parler de l'océan. Elle vient sur scène avec son collègue, il s'habille en orque, en machin, un petit peu tout ça. Et en gros, la pièce, c'est « Et vous les humains, purée, vous nous aimez pas. Qu'est-ce que vous nous faites peser, etc. » Mais c'est fait avec beaucoup d'affection quand même. Hein. C'est pas du tout donneur de leçons, mais c'est très beau. Comme quoi, l'art aussi, la musique, tout peut apporter de la force. Je parle pas du cinéma, parce que je vous ai parlé de Jacques Perrin. Donc ça, on a voulu le faire. Après, j'ai pas de peau, elle veut pas y aller non plus. Si, et ça c'est la fin. Bien, le 2 décembre, nous avons fêté la fin de nos 20 ans. Et là, maintenant, on est dans nos 21 ans. Alors là, j'ai voulu vous montrer 2 ou 3 choses intéressantes. La première, complètement à droite, c'est Stéphane Bern, qui est devenu d'ailleurs un ami de la Cité de la Mer. Maintenant, il vient souvent. Et avec, je suis là, je porte ce prix qui vient de nous octroyer avec 2 anciens sous-mariniers, dont un à côté de moi, qui a la chemise blanche, là, c'était le numéro 2 du sous-marin, le dernier sous-marin français qui vient déclenché par Macron. C'était lui, le numéro 2, il a quitté la marine et il anime les anciens sous-marins. Au-dessus de lui, vous avez Olivier Pauvre-d'Arvor, ambassadeur des pôles, ambassadeur des enjeux maritimes et envoyé spécial du président de la République. Et Olivier adore la Cité de la Mer et donc, voilà, c'est la vie. En bas, au milieu, vous avez Jessica Sanders. Alors, elle fait un peu star américaine, un peu, c'est vrai. C'est la PDG du groupe RMS Titanic qui a remonté les 6000 objets. Et c'est elle qui est en train de signer la convention d'exclusivité européenne avec nous pour dire dans les 10 années qui viennent, RMS Titanic va continuer à travailler avec la Cité de la Mer. Donc on a d'un côté Las Vegas. Alors eux, ils ont un morceau de tôle de 13 tonnes, donc il n'était pas question de l'amener à Cherbourg. Et ici, nous, on a des objets, et tous les 2 ans, ils sont renouvelés. OK ? Vous avez en bas à gauche l'auditorium, l'hommage qui a été donné à Jacques Perrin, qui a été un hommage de 50 minutes très émouvant, parce qu'on a décidé de notre auditorium de 350 places de le dédier à Jacques, parce que c'est quand même grâce à lui et sa manière de nous avoir modifié le regard sur la mer que c'est grâce à lui que nous avons quelque part créé #Génération Océan. Il y a une filiation. S'il n'y avait pas eu le tournage d'Océan, il n'y aurait probablement pas eu l'expo L'Océan du futur et probablement pas Génération Océan. Au-dessus de Jessica Sanders, vous avez, alors ça se voit mal, petite photo brune, c'est Julia Duchossois et Franck Perrin qui étaient les 2 acteurs qui ont fait cette superbe pièce, Le monde du silence ouvre sa gueule. Aussitôt à gauche, devant le grand aquarium abyssal, vous avez Wendy Bouchard, une journaliste que j'adore, qui adore l'océan d'ailleurs, blonde, de dos, et en face,
un barbu, un petit peu barbu. C'est Romain Troublé, le patron le directeur, qui est un passionné, le directeur de la fondation Tara Océan. Un dernier mot, s'il faut falloir sur la photo d'en bas à droite pour terminer. Je t'ai dit ah oui, c'est ici. Fini, ah mais tu m'écoutes plus. Ah bon. Si, t'as raison. Et en haut à gauche, c'est la signature de la convention avec Ifremer. C'est-à-dire que ce 2 décembre, nous avons signé 3 conventions qui nous portent sur les 10 ans qui viennent. Ce sera bon plus moi, il y aura d'autres qui me remplaceront, hein, avec Ifremer, Tara et RMS Titanic. Avec ça, nous suivons 2 grands projets qui sont en train de naître. Le projet de Jean-Louis Etienne, Polarpod, qui va travailler autour de l'Antarctique sur les courants et la manière d'écouter la courantologie là-bas, parce que c'est là que tout se passe. Bon, ça, c'est compliqué. Hein. Les courants chauds arrivent, passent en dessous des courants froids. Les courants froids se réchauffent et c'est ce qui permet à la côte glaciaire et à nous continuer à vivre. Et plus il y a des problèmes de banquise qui fondent ou autres, et plus, bien entendu, ça va nous arriver tout droit dessus. Donc ça, c'est Polarpod, Jean-Louis Etienne. Et je lui ai demandé, quand son engin tournera d'une manière extraordinaire autour, c'est qu'on puisse être connecté en termes d'éducation avec lui. Et puis, il y a l'autre projet, qui est Tara Polar Océan, et qui est d'implanter une forme de... Vous savez, dans l'espace, il y a comment on appelle ça, l'IHSS, l'ISS. Eh bien, c'est d'implanter une base comme ça, mais dans l'Arctique, où pendant 20 ans, on va suivre en permanence. Pourquoi ? Parce que l'écoute de l'Arctique est déterminante pour comprendre l'évolution de la planète. Et donc, ce programme, là aussi, j'ai dit à Romain, nous, il faudra qu'on soit connectés en direct sur... Pas de problème. Donc, on voit bien qu'à travers cette forme d'éducation, d'abord, les scientifiques, moi, je le vois, sont de plus en plus ouverts, y compris dans les grandes institutions, ils veulent partager. Et nous, on est un peu une caisse de résonance pour aider à ce que ces scientifiques viennent s'exprimer. J'ai fini. Merci infiniment, cher Bernard. Heureusement que tu m'as dit que tu ne voulais pas parler plus de 40 minutes. Mais c'était tellement passionnant que je crois qu'on s'est tous régalés. Oh, 1h20. Donc on va avoir un temps de questions. On terminera à 8h précis, je vous le promets. Donc on va avoir un temps de questions très très courte. Donc ayez la gentillesse de poser vos questions. Il y a 2 micros comme à chaque fois. Ayez la gentillesse de vous présenter. Et je demanderai à Bernard, si on veut quelques questions, d'essayer de faire des réponses très courtes pour qu'on essaye de voir le maximum de questions. Si vous pouvez avoir la gentillesse d'attendre, on termine à 8h. Ça serait gentil qu'on puisse... Merci de vous asseoir pour ceux qui peuvent encore rester, qu'on terminera à 8h comme prévu. Mais c'est vrai que cette salle n'est pas pratique et c'est un peu difficile de partir discrètement. Donc, qui veut poser une question? Merci de bien vous présenter, des questions courtes et des réponses courtes. Bonsoir monsieur, je vous remercie tout d'abord de votre intervention qui était de très grande qualité. Je me présente, je m'appelle Grégoire Maringui, je suis en licence Histoire-Géographie et marin voileux cherbourgeois passionné. Et je voulais savoir si la Cité de la Mer avait comme projet de moderniser l'exposition de la dissuasion nucléaire en accueillant des nouveaux sous-marins nucléaires français qui auraient été démantelés parce qu'il y a le sous-marin Émeraude qui a été démantelé il y a 3 ans à Cherbourg. On va voir la réponse de Bernard Covin, parce qu'on va essayer d'avoir des réponses très courtes. Ça, c'est très rapide. Sur les sous-marins, parce qu'on m'en a proposé plusieurs. D'abord, parce que j'ai le Redoutable, ça me suffit pour le moment, parce que c'est très compliqué à gérer, un sous-marin. C'est 400 000 € tous les 4 ans pour repeindre la coque, pour qu'elle soit digne de ce qu'il est. Et puis, alors, plus gros, j'en veux pas. Le Triomphant, alors les 13 000 tonnes, ça passe pas, ça rentre pas. Et les plus petits, faut qu'ils soient totalement visitables, et c'est très difficile de faire un deuxième qui soit aussi intéressant en visite que n'est le Redoutable. C'est là toute la difficulté. Mais nous travaillons avec l'Alfost, nous travaillons avec l'état-major de la marine et l'association des anciens sous-mariniers en permanence. Moi, j'aimerais bien, par contre, travailler rapidement, on va le faire pour 2024, travailler sur les oreilles d'or.
parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'ai rencontré plusieurs fois des analystes et j'aimerais bien un jour expliquer le rôle du médecin. Le médecin à bord, qui est toubib, qui opère, qui fait psychiatre aussi, parce qu'il est responsable de l'équilibre du bateau. Voilà, on essaie d'humaniser au mieux, hein, mais pour le moment, c'est trop lourd à porter, financièrement, je parle. Merci. Autre question ? Voilà. Merci aussi de vous présenter. Bonsoir. Oui, donc je suis en L1 Histoire Sciences Politiques, donc Tamara. Et je voulais vous demander comment vous faites pour choisir vos projets, parce que, étant donné que la mer, c'est un sujet tellement vaste, comment vous faites pour vous entourer de spécialistes, pour les choisir, entre guillemets, et la pertinence d'un projet et la cohérence du global de la Cité de la mer. Voilà, merci. Ah ben ça, c'est une très belle question, très difficile à répondre. Il y a 40 experts aujourd'hui autour de la Cité de la mer, français et étrangers. Les 10 premières années de la Cité de la mer, c'était l'aventure des hommes sous la mer. Voilà. Donc, par nature, les experts ne peuvent être que ceux qui vont sous la mer, et si possible en particulier dans les abysses, qu'ils soient scientifiques, pilotes, constructeurs aussi de ces engins, parce que faire des engins qui descendent à 8000 mètres, ce n'est pas donné à n'importe quelle nation. Donc ça, c'était ça. Depuis, nous sommes partis dans l'océan du futur. Donc là, on travaille plutôt avec ceux qui peuvent nous aider au niveau du plancton. Il y a toujours Ifremer qui est un partenaire depuis le départ. Il y en aura peut-être d'autres à venir. Vous savez, je vais vous faire une confidence, mais il ne faudra pas que ça sorte d'ici. Olivier Pavard-Arvor, l'ambassadeur des pôles, quand il est venu visiter la Cité, il m'a dit « Écoute, tu as fait là, on ne sait pas trop ce que tu as fait. Ce n'est pas un musée, ce n'est pas un centre de culture scientifique, c'est un, j'oserais le mot, m'a-t-il dit, ovni, c'est un truc extraordinaire au niveau de l'éducation, mais ça reste un ovni. Et donc, tu n'as qu'un problème, c'est que la plupart des experts, ils ont quand même tous plutôt plus de 70 ans. Bah oui, parce que c'est toute la grande épopée de l'aventure des hommes sous la mer. Il me dit, il serait grand temps que tu t'intéresses aux jeunes chercheurs qui ont 30 ans, 40 ans. Bah, j'ai dit, tu me donnes des noms. Ah, dit, moi, je connais surtout dans les glaciologues, il y a des comme ça. Hein. Eh bien, j'ai dit, on va se lancer. Donc, on a vu l'équipe de la Cité, on a dit aux profs et à la communauté éducative, on va vous parler de l'Arctique et de l'Antarctique. Oh, bon, vous croyez? Ah, ben, vous allez voir. Et ces jeunes-là sont venus. Maintenant, ça y est, on va développer, on est peut-être même les seuls, encore que Océanopolis-Brest a toujours travaillé sur les mers ultra froides, puisqu'ils ont l'Institut polaire, eux, là-bas, à Brest. Hein. Mais on va essayer de se diversifier dans ce côté-là. Donc là, on va chercher tout azimut. Et après, c'est des rencontres. C'est des rencontres. Moi, j'ai je crois qu'il y a un élément déterminant dans la vie. C'est la passion. Quand on est passionné et qu'on explique ce qu'on veut, qui plus est, si on partage un repas ensemble, les chercheurs, ils se disent, banco, on y va. Hein, on y va. Et maintenant, on va essayer de se spécialiser sur l'acoustique, le son sous la mer, parce que personne ne le fait en Europe. C'est pour ça que je dis souvent, la Cité de la mer, elle est inclassable. Inclassable. Il faut venir la voir. Et puis, on développera. On va développer d'autres projets, mais dans 10 ans, j'en sais rien. Encore une fois, ce ne sera plus moi, ce sera peut-être d'autres. Mais il faut être aussi au cœur de l'actualité. On voit bien qu'actuellement, jamais on a autant parlé de l'océan dans les médias qu'aujourd'hui. Donc, il y a des choses à saisir et à apporter quelque chose en termes d'accompagnement éducatif. Je sais que ça commence à rentrer dans les programmes d'éducation nationale, et vous en faites partie de ces personnes qui pèsent aussi là-dessus, mais ce n'est pas si simple que ça. Et donc, quand vous êtes avec des enseignants de lycée, de collège, et puis vous dites, voilà, on va faire ça. Oh là, oui, mais c'est pas dans notre programme, ça. Oui, attendez, vous allez voir. Et puis, en fait, tout le monde ressort enthousiasmé, parce que derrière ça, il y a une passion communicative vers les jeunes. Je crois que c'est ça qui est important. Quand Tara est venue à sa goélette, on a refusé à peu près 1000 jeunes. On ne pouvait plus. Les plastiques en mer, on ne pouvait plus. Ça les passionne? Bah oui, mais parce qu'ils ont, en fait, qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Des scientifiques qui vivent ça au quotidien dans leur programme de recherche, qui sont parfois docteurs et autres, hein, mais ils vivent ça concrètement. Une autre question. On va essayer de faire encore 2 questions avant la conclusion.
Alors malheureusement, je ne peux pas prendre, et je m'excuse auprès des internautes, parce qu'on a un petit problème de retour. Donc je salue les 62 personnes là, qui sont joints à nous là, également par le biais du distanciel. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors, moi, pour le coup, je me permets de poser une question. Faut que je fasse la porteuse du micro qui pose une question. Moi, pour le coup, je m'appelle Marie Astrid, je suis étudiante en LE d'histoire sciences politiques. Et je voulais savoir, pour le coup, s'il était prévisible de voir notamment un partenariat se faire avec la Cité de la Mer dans un cadre plus européen, un cadre notamment avec l'Europe ou l'Union européenne. Dans le cadre de quoi? De l'Union européenne, dans le cadre européen. Non, européen. Oui, on travaille déjà là-dessus, mais ça, c'est à l'initiative des communautés éducatives. Moi, je peux être un support, un tremplin. On a accueilli pendant 2 ans, par exemple, un programme Erasmus avec des Irlandais, des Espagnols, des Français et des Italiens. Voilà. Et donc, ils ont échangé. Et y compris, ça c'est le mérite des Français, c'est d'avoir voulu mettre aussi des jeunes en grande difficulté sociale et scolaire. Mais en plus, il fallait que tout soit fait en anglais. Eh bien, j'ai vu des gosses, moi, de 5e de certains collèges dans le programme Erasmus, je vais vous dire, se passionner et s'exprimer d'une façon remarquable. Nous, on est prêts à tout. On peut tout aider. Il y a des commissaires européens qui nous aident, mais on ne peut pas déclencher des initiatives, nous. Il y a des programmes internationaux là-dessus. On est très ouverts à ça. On est très ouverts. Sachant qu'en ce qui concerne le sous la mer, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de nations européennes qui sont passionnées. Il y a les Grecs. Il y a un peu les Italiens. Les Allemands, ça les intéresse peu pour le moment, mais il y a autre chose, ils font autre chose, attention. Je veux pas, voilà, donc mais partant toujours. On peut même faire un jumelage entre l'ICP et la Cité de la Mer. Vous venez en bus, on fait une petite fête, et puis en même temps, mais vous voyez ça avec votre président, votre directeur, vous faites ce que vous voulez. On peut tout faire. On est très ouvert. Je ne peux pas vous dire autre chose, moi. Voilà, écoutez, je vais dire un tout petit mot avant que Florence puisse conclure et remercie notre intervenant. D'abord, merci aussi de tout ce que tu as fait, Bernard. Merci de la passion communicatrice. Merci de tout ce que tu organises, et même parfois des dîners à bord du Redoutable. Je garde des souvenirs absolument merveilleux. Le 2 décembre, avec l'ensemble des équipes de la Cité de la Mer, je remercie. Tu as été venu accompagné de Marion, de Lucie. On a eu James Cameron qui n'est pas venu, mais qui était en distanciel, comme on dit. Donc ce sont des grands moments. C'est vraiment une pépite incroyable, probablement unique. Bon, c'est à Cherbourg, c'est au bord de la mer, c'est de surcroît, je parle devant le sénateur de la Manche, une formidable région, ça vaut vraiment le coup. Mais c'est vrai que c'est très français, c'est parfois un peu le problème de l'Interland, c'est le problème de la ramification ferroviaire. Si on avait des trains plus rapides, ça serait encore formidable, on pourrait partir le matin de l'ICP, on reviendrait le soir, ce serait merveilleux. Alors je voudrais simplement, avant de passer la parole pour conclure à Florence Smith, vous rappeler la date de notre prochain mardi de la mer, c'est le 7 février. Ce sera Jean-Marie Biette, qui est à la fois journaliste, responsable de presse, puisqu'il gère le groupe Le Marin, qui est navigateur et maintenant écrivain, qui vous parlera de la mer. Et c'est un peu la continuité des métiers, une passion. Vous voyez, on est vraiment dans un pôle de passionnés. Et puis, tu parlais du directeur général de l'Institut français de la biodiversité. Il sera là le 28 mars. Pour terminer, tous nos vœux renouvelés, pour terminer la conclusion de Florence Smith, vous voyez, on terminera à... Merci. Merci de votre passion, de votre générosité. Merci de nous avoir transportés à Cherbourg, d'avoir fait revivre le passé, ces grandes figures, de nous avoir permis de vous accompagner depuis la naissance de la Cité de la Mer et la conquête des fonds marins. Merci de nous avoir sensibilisés à notre dépendance aux océans et de nous avoir surpris tout en nous rappelant que nous en sommes qu'à la connaissance, au niveau de connaissance de l'homme de Cro-Magnon. Merci de ce partage, merci de cette transmission qu'il faut prolonger en allant ou en retournant à la Cité de la Mer.